Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Anthropopolitique de la saison 2026 consacrée à la question de la colonialité et la décolonisation également. Donc avant de vous présenter notre invité, je voudrais rappeler l'inscription générale de notre émission, c'est-à-dire documenter à partir des ouvrages des auteurs critiques dans les sciences humaines et sociales, le contemporain, la colonialité et ses effets dans le monde d'aujourd'hui. Et interroger aussi les nouvelles luttes, les nouvelles formes de résistance autour de cette notion de colonialité, tout en ouvrant un espace de compréhension des alternatives par les sciences humaines et sociales. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'inviter au plateau d'Anthropopolitique de l'UM6P Catherine Haas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es anthropologue française. Catherine, tu es aussi une amie, donc je me permets le tutoiement, une collègue de recherche et de pensée de longue date, une dizaine d'années maintenant. Nous cheminons ensemble depuis 2015 dans le cadre d'échanges, de réflexions autour de ce qu'on appelle en fait en général le contemporain et des problématiques politiques contemporaines. Tu es docteur en anthropologie politique à l'Université Paris 8, écrivaine aussi, tu te définis ainsi. Tu enseignes à Sciences Po Paris depuis 2018 et tu es membre de l'IR, Laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités, après avoir mené plusieurs enquêtes centrées sur la question des quartiers populaires, mais aussi sur les migrants sans papier, tout en menant aussi des enquêtes participantes, mais en même temps des luttes, en participant aux luttes des migrants sans papier. Depuis maintenant une douzaine d'années, tu es parti plutôt vers la question de la guerre, et la guerre comme question contemporaine, mais aussi les guerres dans le sens du paradigme ancien de la guerre depuis l'émergence de la modernité. Maintenant, je vois que tes travaux à venir se projettent aussi plus sur le passé, la question de la guerre, y compris chez les Grecs. On va en parler peut-être. Ta thèse, reprise en partie dans ton premier ouvrage, publié chez Fayard, s'intitule « Aujourd'hui la guerre. Penser la guerre, Clausewitz, Mao, Schmitt, administration Bush ». Donc un ouvrage paru en 2019 chez Fayard. Dans ce livre, tu proposes une anthropologie vraiment très fine de la pensée de la guerre, à partir de la singularité des guerres modernes westphaliennes, avec une restitution du paradigme clausewitzien, tout en montrant comment ce paradigme évolue selon les contextes. Il y a également le travail sur le nazisme. Tu analyses notamment le nazisme et les catégories de l'ami-ennemi chez Carl Schmitt, puis la guerre révolutionnaire à travers la figure de Mao en Chine. Donc plusieurs mots et noms de guerre qui reviennent dans ces différentes séquences et qui sont analysés à travers des figures paradigmatiques et aussi des praticiens de la guerre elle-même, comme dans le cas de la guerre révolutionnaire ou bien comme dans le cas de Clausewitz. Donc avant de revenir sur l'ouvrage qui va occuper vraiment le temps de cette émission, ton dernier ouvrage de 2025, Terres enchaînées, Israël, Palestine aujourd'hui, j'aimerais quand même te poser une première question sur la problématique générale où on peut dire s'inscrivent tes travaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui la guerre. Alors, pour commencer, une première question, quelle est l'idée centrale de ce premier travail issu de ta thèse, aujourd'hui la guerre, et comment travailles-tu la problématique de la crise du paradigme de la guerre des modernes ? Alors, ce premier travail, alors comme tu as dit, ça s'appelle « Aujourd'hui la guerre, penser la guerre ». Je travaille, donc j'ai initié quelque chose que j'ai appelé une anthropologie de la pensée de la guerre, au moment même, disons, politique, théorique, qui est, c'est au début des années 2000, où précisément, on affirmait la fin de la guerre, et avec elle, la fin du non-guerre, au profit d'une analyse des violences, de violences mondiales, du terrorisme et tout ça, mais il y avait cette idée que le non-guerre n'était plus pertinent pour penser le contemporain, et cette thèse était adossée, ça je le montre dans une partie du livre, finalement, à la fin du caractère à la fois opératoire et discriminant des États. Voilà, on est dans l'ère épistémique de la mondialisation, ce qui signifie que
tout est fluidité, circulation, que à l'époque l'OMC, enfin voilà, on pose que les instances décisionnaires sont essentiellement internationales et économiques et que les États ne sont plus décisionnaires. Et moi, en fait, je dis, bon, très bien, premièrement, une décision qui est une décision d'enquête, c'est-à-dire il faut conserver le nom de guerre, mais de chercher à l'identifier de l'intérieur de la politique qui finalement le pense. Et c'est là où, au lieu d'avoir un modèle étatico-guerrier, disons, qui va de la paix de Westphalie. En fait, c'est la grande paix, c'est-à-dire la guerre interétatique, telle qu'on la connaît, émerge avec l'ordre westphalien, c'est 1648, et serait clos, la datation en général qui est donnée, c'est 1989, dans le corpus que j'étudie, ce que j'appelle la doxa globaliste. Et moi, donc, je propose une autre modalité d'approche à partir de ce que j'appelle les modes politiques de guerre, et donc d'identifier des séquences politiques de guerre en étudiant la politique à l'œuvre dans ces séquences-là. Et donc, ça vaut pour Clausewitz, à partir des thèses politiques de Clausewitz sur la guerre. Alors, les thèses politiques sur la guerre, c'est regarder comment la catégorie d'amis, d'ennemis, de nations, de partis, comment elles sont travaillées, quel est leur contenu, en fait. Avec la thèse, c'est la politique ne pense pas la guerre, c'est-à-dire selon les mêmes termes et catégories, en Prusse à la fin au début du XIXe siècle ou dans l'État islamique en 2016. Mais que l'exercice, c'est d'aller rechercher une pensabilité et de la guerre. Y compris en fait avec le développement d'un nouveau paradigme autour de la guerre contre le terrorisme, donc l'administration Bush, mais aussi la reprise de ces terminologies de guerre, nous sommes en guerre, dans le cas de la France de 2015, donc c'est un ouvrage aussi paru en 2019 après les attentats. Je pense que la question de la guerre contre-terrorisme occupe aussi une partie. C'est toute pas la dernière partie, parce que la toute dernière partie elle est consacrée à la Syrie, mais c'est effectivement tout ce qui s'énonce en fait entre 2001 et 2003 qui vont être des thèses fondatrices de la modalité de la guerre contre le terrorisme, et non pas en faire, comme c'est souvent le cas, l'occurrence de la dissolution de la guerre, mais au contraire un mode spécifique de guerre, ce que j'appelle dans le livre le mode subjectiviste états-unien, et qui est effectivement qui s'énonce à partir de l'administration Bush, à partir de 2001, et qui est repris, et donc à la fois une surinflation de l'usage de la guerre, donc de montrer que la guerre contre le terrorisme est vraiment une guerre. Voilà, il faut en ressaisir les termes à partir de la politique états-unienne en l'occurrence. Et le début, c'était effectivement en 2015, c'est-à-dire on affirmait comme quelque chose d'une évidence et d'une transparence complète qu'il s'agissait d'une guerre, notamment avec le Bataclan, et en même temps que le mot était affirmé, on voyait bien qu'au lieu d'éclaircir la situation, ça l'obscurcissait considérablement, politiquement en fait. Mais... D'accord, merci beaucoup. En fait, je pose cette question de départ sur le paradigme général, mais en fait, j'aimerais continuer cette contextualisation qui nous permet aussi de voir la trajectoire intellectuelle de Catherine. Et justement, en fait, un deuxième ouvrage qui est tout à fait un autre registre, même si la question de la guerre, elle est présente, mais en fait, c'est de l'ordre du récit. Et donc, c'est un travail plus d'ordre intime, donc un livre paru en 2023 chez Nous, et qui s'intitule L'Offense, donc un récit, livre-récit particulièrement saisissant, un livre d'un ordre plus intime, mais même si en fait la portée évidemment hautement politique est assez présente, L'Offense, paru aux éditions Donc Nous, c'est un ouvrage écrit contre l'instrumentalisation d'un crime terroriste dans lequel ta sœur Dominique a trouvé la mort, paix à son âme, lors d'un attentat terroriste commis par le Hamas à Tel Aviv, où elle vivait en 2003. L'offense dont il est question dans ce livre vise précisément le souvenir de ta sœur contre une instrumentalisation morbide. J'aimerais bien en fait revenir, si ça ne te dérange pas, revenir en fait sur ce récit même, sur le contexte de sa rédaction. Et ma question, elle est aussi double. D'abord, si possible, donc de revenir sur l'ouvrage en soi.
qui annonce aussi un rapport à la Palestine, à Israël, et donc un lien intrinsèque avec ton dernier ouvrage de 2025, Terres enchaînées. Et moi, en fait, j'ai le souvenir, en lisant cet ouvrage, je me souviens avoir retrouvé cette figure très présente de Mahmoud Darwish, le poète palestinien, et m'être dit que c'était, à bien des égards, l'un des plus beaux textes que, personnellement, j'ai lu sur la Palestine. J'aimerais donc que tu reviennes sur cette intériorité qui annonce donc ton ouvrage de 2025. Et puis, toujours dans le même cadre, une deuxième question. Pourquoi dans Terres enchaînées ne mentionnes-tu que de manière marginale la question de la judéité, ta judéité, et le fait aussi tragique de l'assassinat de ta sœur? Alors peut-être que je peux commencer par répondre à la dernière question, avant de remonter le fil, enfin, de remonter le fil, et en même temps, la réponse, en réalité, est dans les livres. C'est-à-dire que si on parle de Terres enchaînées, qui sont donc une suite de textes d'intervention, enfin, en tous les cas, tout date d'à partir d'octobre 2023, il n'y aurait eu pour moi aucune justification politique ou intellectuelle à mentionner ma sœur, puisque en m'appropriant les mots d'une philosophe française qui s'appelle Sarah Kaufmann, alors dont le père est mort à Auschwitz, c'est tout à fait une autre histoire, mais elle dit mon père n'est pas mort parce qu'il était mon père est mort parce qu'il était juif. Bon. Et ma sœur n'est pas morte parce qu'elle était ma sœur. Donc la question, c'est de savoir, il y a une première chose, premièrement, à la différence du gars qui récupère la mort de ma sœur pour en faire une rente à travers une bande dessinée, des films, des choses comme ça, je me suis moi-même promise de ne pas en avoir un usage à des fins politiques aussi, enfin à des fins personnelles. Donc jamais faire quelque chose où il ne s'agirait pas de la rendre à elle-même, en fait, en réalité. Et parce qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle était ma sœur, en fait. Donc, il y a un registre qui est celui de ma sœur en tant que telle et qui est celui de l'offense, et qui est effectivement un registre de pensée, d'écriture, plus biographique, qui est obligé de scoltiner la question de l'analyse Israël-Palestine, parce que l'assassinat est pris à l'intérieur, et c'est sa dimension double, quelque part, c'est-à-dire c'est à la fois la catastrophe, je sais pas, politique, historique et la catastrophe intime. En fait, il y a toujours les deux dimensions qui sont liées et on ne peut pas entièrement les défaire, sauf que c'est pas parce qu'elle est ma sœur qu'elle est morte. Donc, et l'autre, donc raison pour laquelle elle n'est pas présente dans les textes politiques ou d'intervention. Je ne vois pas quelle intelligibilité, en fait, ça pourrait donner. Ça veut dire quoi? Alors, ma bonne dame, je sais de quoi je parle, tu vois? Bon, ça n'a pas de sens. Et tu connais mon travail pour savoir que je ne dévie pas de cette ligne. Si j'en dévie, ça donne l'offense. Donc, c'est une autre écriture. Et aussi, le point, je pense, plus fondamental, d'un point de vue politique et intellectuel, c'est que sa mort n'a strictement rien changé à ce que je pensais du conflit, de la guerre d'Israël-Palestine. Si ça avait eu des effets intellectuels ou politiques, alors il aurait été justifié de la mentionner. Pour moi, ça n'en a pas. Comme je dis, voilà, le même soir, il y a 2 autres personnes qui sont assassinées avec elle. Il y a un des 2 terroristes qui meurt, voilà. Et le lendemain, il y a 13 personnes qui sont tuées à Gaza. Donc, voilà, ma sœur, si elle avait été, au lieu de sortir fumer une cigarette, donc c'était un endroit qui s'appelait le Mike's Place, et qui est un bar où elle était serveuse. Donc, si au lieu si elle était sortie 4 minutes avant, elle ne serait pas morte. Donc, voilà, il n'y a pas de sens. Enfin, voilà. Ou en tout cas, le sens, il est plus général. En tout cas, moi, c'est c'est là où l'analyse à la fois politique et la dimension biographique à la fois se superposent, mais ne se chevauchent pas, en fait, dans ce qu'on énonce politiquement. Voilà. Et si je veux énoncer personnellement, je l'ai fait dans l'offense. Voilà. Merci pour ta réponse et merci pour avoir partagé aussi ce témoignage. Maintenant, j'aimerais revenir avec toi sur ton dernier ouvrage, donc paru chez les éditions Nous,
2025, terres enchaînées, Israël, Palestine aujourd'hui, donc dans un contexte de la guerre de 7 octobre et d'après 7 octobre, bien sûr, avec toute la guerre dévastatrice et le génocide mené en Palestine. Euh, J'aimerais en fait revenir sur d'abord le contexte de la rédaction de cet ouvrage et si possible nous présenter dans un premier temps sa structure en fait. Alors, Terres enchaînées, donc pour l'essentiel, donc vraiment le corps du livre, un ensemble de textes de différentes natures, donc des textes d'intervention, des entretiens, des analyses, et donc qui ont été écrits entre le 7 octobre 2023 et aujourd'hui, enfin aujourd'hui au moment de la publication du livre, puisque il comprend évidemment 2 textes supplémentaires, donc un texte introductif donc écrit pour le livre, qui s'appelle L'oubli de la politique, et 2 textes conclusifs, l'un qui revient un peu sur la question du nouveau statut de l'antisémitisme, qui s'appelle l'antisémitisme de sens contraire, en tous les cas de ses usages, et ensuite la conclusion qui s'appelle Du réel au possible, et qui est un montage d'entretien que nous avons fait avec Hamza Ismini et toi, en l'occurrence de Palestiniens et d'Israéliens, qui pensent en réalité les termes d'un possible politique pour la suite et qui vont au-delà de l'impasse dans laquelle qui est entretenue, quoi. Voilà. Donc pour l'essentiel, voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, si possible, pour continuer à situer la question, retentit en fait dans l'ouvrage l'idée de la datation, de comment en fait le 7 octobre fait date et comment peut-elle faire date autrement. Donc de quoi le 7 octobre vu de France, vu d'Europe, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a effectivement énormément d'entretiens avec des Palestiniens, avec des chercheurs comme Omer Bartov, comme Rami Salama, comme des militants aussi attachés à leur terre et aussi des militants pacifistes du côté israélien et du côté palestinien qui pensent la possibilité de converger, la possibilité de faire face à la guerre. Mais vu d'Europe, vu de France, c'est aussi des analyses de discours politiques sur la guerre. Et j'aimerais poser une des questions qui sont aussi dans les problématiques du texte. De quoi le 7 octobre est-il le nom aujourd'hui? Et pourquoi cette date ne fait-elle pas date autrement? Je te propose aussi de revenir sur ce que tu appelles cette polarisation essentialiste qui émerge dans les discours en Europe. Pour moi, le 7 octobre, c'est un crime de masse. Voilà, c'est un crime de masse, c'est 200 personnes. Voilà. Donc ça, c'est pas une qualification, c'est une nomination de ce que c'est. Et on voit bien que encore aujourd'hui, la question de la qualification, peut-être du fait même de cette dimension essentialiste, elle n'est pas stabilisée en réalité. Et c'était, je crois qu'elle ne l'est pas toujours. Et c'était intéressant, notamment quand on a fait les entretiens, la question de savoir pour qui elle fait événement. Alors elle fait événement parce que quand on voit évidemment le crime de masse, et c'est là le retour à le faire naître autrement, l'utilisation de Derrida, des crimes de masse. On sait bien que c'est pas ça en fait l'enjeu, parce que des crimes de masse, il y en a beaucoup, enfin en tout cas il y en a de plus en plus. Voilà, donc il y a l'émotion, et ça c'est une date qui a été saturée par les émotions, organisée aussi par les émotions, puisque certaines émotions avaient une légitimité, d'autres n'en avaient pas. La question donc, ce qui fait événement, pour qui ça fait événement, je me souviens très bien dans l'entretien avec Farid Tamala, en fait, le 7 octobre ne fait pas événement, enfin c'est tragique, mais en fait il est pris dans l'histoire longue de la guerre entre Israël et Palestine, et voilà, ça fait partie des gens, il n'est pas le seul à penser qu'à un moment ou à un autre, une chose de cette ampleur-là et du massacre pur arriverait. Donc ça ne fait pas événement parce que c'est pris dans le temps long politique de la guerre. Il y a des gens pour qui c'est un pur événement antisémite, en fait. Donc ça a été. Donc on voit bien que ce qui engage la question des qualifications, donc à partir du moment où il y aurait comme un pur événement, c'est-à-dire il n'y aurait pas d'avant,
Donc il n'y aurait pas de blocus de Gaza depuis. Ça justifie rien. Ça, c'est aussi un des apports du texte de Derrida, en fait. On peut parfaitement expliquer, on peut parfaitement comprendre les logiques à l'œuvre, et on peut inconditionnellement les condamner, en fait. Et lui dit, je nommerai philosophe celui qui sera capable de mettre en œuvre une nouvelle critériologie qui permettra de distinguer les deux. Et voilà, donc il n'y a pas, et ceux effectivement qui mettent ça uniquement, ce qu'on appelait la qualification de pogrom, de méga-pogrom, de plus grand massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, on dirait que c'est uniquement le fait que les gens aient été juifs, c'est pour cette seule raison qu'ils auraient été assassinés, ce qui balaie radicalement l'historicité, la politique, le blocus, la colonisation, enfin voilà. Donc voilà. Et le texte de Derrida, dans un moment, donc tu fais, c'est un texte, je le cite au tout début du premier texte que j'écris, donc après le 7 octobre, qui s'appelle « Faire date autrement ». C'est un entretien qui est fait juste après, dans la foulée du 11 septembre 2001, et donc un événement aussi absolument massif. Et là où le texte m'a été... J'avais lu ce texte il y a longtemps, je m'en suis souvenue au moment d'écrire, et en fait, parce que d'emblée, Derrida pose la question de la distance, de l'analyse au sein des émotions, voilà, et que les deux ne peuvent pas, elles sont distinctes en fait. Et si on le refuse, à ce moment-là, on dit, dans le fond, l'émotion elle-même est politique. C'est ça qui m'a intéressée, et c'est pour ça que toutes les émotions n'ont pas le même statut. Mais il dit, je pense que c'était une façon pour moi de prendre de la distance par la distance qu'il propose, parce qu'à un moment il écrit, la première chose, c'est de prendre son temps et de garder sa liberté dans l'analyse, en fait. Et on voit bien que dans une situation comme ça, qui est mondiale, massive, dont tout le monde pendant des mois et des mois, a été absolument, en tous les cas en France, investi, pensé, enfin, on a parlé en France que de ça, je sais pas, quasiment pendant 6 mois, en fait, où, quel que soit le lieu, les amis, socialité extérieure, ce n'était que on ne parlait que de ça aussi, je pense, parce qu'il était, en un sens, un peu interdit d'en parler, puisqu'on se souvient très bien que, et c'est un tout petit peu assoupli, mais la moindre critique, la moindre analyse ou la moindre critique de la politique de colonisation israélienne renvoie les gens à l'opprobre antisémite. Donc, Exactement, cette polarisation, ce que tu appelles une polarisation essentialiste, c'est ce qu'on va retrouver aussi au lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire par rapport au mot génocide, par exemple, et tout le débat qu'il a fait émerger entre l'adoption même du terme pour pouvoir commencer l'analyse, ou bien pour pouvoir qualifier la guerre israélienne. Peut-être ça me permettra de poser une autre question sur justement la nature de cette guerre du côté des deux entités, c'est-à-dire le Hamas et Israël. Revenir sur cette essentialisation de l'autre aussi, comment le Hamas pensait son attentat et comment le gouvernement Netanyahou pense et exécute la guerre contre les Palestiniens. Et en même temps, quels sont les points de ressemblance entre les acteurs de cette guerre, les deux acteurs principaux de cette guerre contemporaine. Et ici, j'aimerais lire en fait des passages où tu donnes quelques pistes d'analyse par rapport à la nature des acteurs. 5 mois après le carnage des kibboutz, et on regarde la forme que prend la guerre, le Hamas n'est plus, selon moi, qu'un prétexte, puisque ce qui se dessine, c'est la guerre d'un État contre un peuple, sa possibilité avec elle, celle de son pays, la Palestine. Il s'agit de le détruire objectivement et subjectivement en cherchant à anéantir son passé, les sites historiques, les archives, les cimetières, les musées, mais aussi son présent et son avenir, les ports, les champs, les infrastructures, les attaques contre l'UNRWA, l'ensemble des universités complètement ou partiellement détruites. Il s'agit de créer de l'irrémédiable pour tous, dans les corps et les esprits, et si possible fabriquer quelques générations d'analphabètes dans une société où l'on sait l'importance de l'instruction et de la culture.
Donc voilà, en fait, ça c'était à la suite d'une question de Joseph Confavreux. Si la guerre est sans but, est-elle, elle est nécessairement sans fin? Donc voilà, c'est justement, ça permet peut-être de faire la liaison avec tes premiers textes sur la guerre elle-même et sur qu'est-ce qui se jouait en fait dans cette riposte de l'État d'Israël par rapport au 7 octobre. Mais en même temps du Hamas par rapport à l'exécution d'un attentat de masse. Oui, j'appelle ça le massacre manifeste. En fait, c'est un moment, je pense que c'est dans le premier texte où je dis les principes au sens, j'ai dit ce sont des jumeaux politiques et criminels en fait. Alors évidemment, l'ampleur n'étant pas comparable sur un État surarmé et le Hamas. Et c'est pour ça que je parle de la dimension de manifeste, parce que la façon dont ils étaient équipés, ce qu'ils ont mis en scène en fait, c'est-à-dire le leurre de la fin de la colonisation, puisqu'il y a ces murs qu'on pousse, on peut entrer, il y a les ULM, et puis ils mettent en exergue son caractère insupportable, parce que là où ils vont frapper, en fait, c'est outre les kibboutz, c'est le festival Nova. Donc, effectivement, il y a des jeunes qui sont sur de la techno, qui dansent, qui sont dans leur jeunesse et dans leur joie de vivre. Et ça, effectivement, se déroule à quelques mètres du mur, parce que maintenant, en fait, depuis un certain nombre d'années, Gaza est entièrement emmuré, enfin, comme la Cisjordanie, mais c'est venu un peu après. Donc, ils mettent en scène ça, et en même temps, tout ce qu'ils produisent, c'est un meurtre de masse, en fait. Donc, c'est sans possible. Je pense... Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent à ce moment-là. C'est quand même une décision... Est-ce qu'ils veulent engager l'Iran? Est-ce qu'ils veulent, en fait, une configuration d'un antagonisme tel que États-Unis, Iran se mettront à ce moment-là, entreront dans l'antagonisme en fait, c'est-à-dire comme une espèce d'amorce qui créerait un antagonisme. Voilà, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, moi, plus que de génocide, il y a la dimension génocidaire, mais c'est pas que je la considère comme secondaire, mais génocide, c'est un terme juridique, ça dit quelque chose de la destruction, mais moi, je préfère le terme de guerre d'annihilation, en fait, parce qu'il y a cette dimension que tu as soulevée, cette volonté d'effacement, très tôt, en fait, ce qui a été ciblé était frappant, en fait. Je veux dire, les cimetières, les musées, très tôt, toutes les universités, quasiment toutes les universités sont soit complètement détruites, soit... Donc, il y a quelque chose de... Au moment, je paraphrase le titre de l'exposition qui était à l'Institut du monde arabe, à savoir que la Palestine n'apporte plus rien au monde. Et je crois que en même temps, ça s'est présenté, je ne sais pas, on peut jamais savoir tout à fait les intentions. Je crois que ça a été une opportunité. Je ne sais même pas si Israël pensait lui-même qu'il irait si loin, mais il n'a rencontré tellement aucune butée, que ce soit dans le monde occidental ou, je veux dire, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Arabie Saoudite. Je crois que la Ligue arabe a mis, je sais pas, 1 an avant de produire un communiqué. Tout de suite, les manifestations étaient interdites parce qu'il y avait... Je pense, on en avait discuté à l'époque, une telle terreur que quelque chose de l'ordre des printemps arabes ressurgisse et que les peuples s'unissent au peuple ou quelque chose comme ça. Donc, et je pense qu'Israël a profité d'un effet d'opportunité. Personne ne l'a empêché, rien ne s'est mis sur son chemin. Et voilà, parce que c'était très facile d'arrêter ça. On aurait pu ce qui se passe le plus souvent, c'est-à-dire il y a une espèce de proportion de, je sais pas, tu veux, dans les représailles, mais l'encouragement a été politique, militaire. Voilà. En fait, avec le recul, je pense que si Israël pouvait liquider, mais pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour eux-mêmes que pour l'Arabie Saoudite, ou pour liquider la question palestinienne, comme vieille question, en fait, question des peuples, question d'un droit des peuples à l'autodétermination, en fait, voilà, ça serait... Israël rendait un service
général, je ne sais pas. Non, vraiment, c'est hyper intéressant. Et juste pour compléter, en fait, toujours en lien avec ton texte, où tu renvoies aussi à cette catégorie de politique jumelle, Hamas, sans parvenir à sortir de ce que l'on appelle désormais le campisme, deux camps, certes, mais pas deux politiques si l'on considère qu'Israël et le Hamas ont mis en œuvre avec des moyens sans équivalent, comme tu dis, deux modalités de militarisation de la haine fondée sur l'ethnicisation de la terre, islamique pour le Hamas, juive, messianique pour Israël. Donc justement, cette question de l'ethnicisation, une forme de confessionnalisation absolue du conflit, donc une liquidation du politique, j'aimerais revenir particulièrement sur le sionisme de l'État, bien que pour moi, en fait, tu es une fine connaisseuse du sionisme, même si tu vas dire le contraire. Mais je pense que dans le texte ressurgit quelque chose de l'ordre, justement, en ramenant la dimension politique à pouvoir, en fait, peser face à cette essentialisation. Et je veux revenir sur le témoignage aussi d'Omar Bartov par rapport à cette question. Omar Bartov pense dans l'entretien qu'il n'y a pas de réforme en Israël sans abandon du sionisme. Donc je le cite, page 63. Et de ton côté, Catherine, tu défends l'idée de la nécessité de rétablir Israël comme État et donc de retrouver la politique plutôt que d'engloutir cette réalité historique dans le sanctuaire, ce que tu appelles un sanctuaire mémoriel judaïque. Donc le moteur du génocide exécuté par Israël, donc c'est ma question, est-ce qu'il serait intrinsèquement et en même temps uniquement lié à la question de cette confessionnalisation, de cette ethnicisation, donc le sionisme, ou bien existent d'autres moteurs, d'autres causes liées à la colonisation elle-même, ou bien à l'avantage tiré de cette colonisation. La colonisation serait un projet inscrit dans le sionisme, ou trouve-t-il aussi ses logiques ailleurs dans la politique étatique israélienne. Et ici, je veux juste lire un passage d'Omer Bartov, où il dit, alors je le cite, « Ainsi, alors que cette société, notamment après 67-73, s'ouvre et s'intéresse à d'autres sujets comme le genre, les orientations sexuelles, les voyages ou les médias étrangers, elle s'arc-boute toujours davantage sur son caractère juif, son ethno-nationalisme. Cela résulte également des décennies d'occupation qui ont créé chez les Juifs israéliens l'idée selon laquelle non seulement les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits parce qu'ils n'appartiennent pas au même groupe ethnique, mais qu'ils sont un groupe inférieur puisque de facto, c'est qu'ils sont sous l'occupation. Le sionisme devient alors quelque chose de complètement différent de ce qu'il était. » Donc voilà, et je pense aussi une réponse qui va dans ce sens. Par tes propres mots, tu dis « Quels que soient les termes de la critique, l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie font aujourd'hui d'Israël le dernier État explicitement colonial, puisqu'il assujettit de façon toujours plus brutale, par la force et le droit, une population de plus de 5 millions de personnes, etc. » Donc voilà, en fait, c'est vraiment, si possible, de revenir sur cette catégorie même de la colonisation comme une singularité et le lien qu'elle peut avoir ou non avec le sionisme. Omer Bartov est donc un historien du nazisme, un historien des génocides israéliens, israélo-américains. Je crois en tout cas il enseigne aux États-Unis. Et le début de l'entretien, donc c'est un entretien qu'on a fait avec Hamza Esmini, et le début de l'entretien revient sur sur son premier grand livre, c'est L'armée d'Hitler, et où il entend montrer qu'il n'y avait pas d'un côté une SS idéologisée, nazie, nanana, et de l'autre côté une Wehrmacht, où c'était quasiment des soldats prussiens absolument protégés de l'idéologie nazie. Il montre que ce n'est absolument pas le cas, que c'est une armée complètement imprégnée de l'idéologie nazie. Mais ce qui est intéressant dans le début de l'entretien, c'est qu'il dit, il parle un peu de son changement d'angle, sur sa façon d'appréhender les choses, et notamment sur ce qu'ont fait les nazis. Et il dit aujourd'hui, en fait, il y a évidemment l'idéologie, mais c'est de ne pas tout mettre du côté de l'idéologie. Et il dit, notamment pour ce qui est des nazis, il dit c'est la situation historique. Enfin, il prend en compte donc la situation historique. Et en fait, la situation était le fait d'avoir tous les pouvoirs,
Et aussi, c'est ce qui a rendu possible les choses, en fait. C'est-à-dire de ne pas uniquement garder le socle idéologique, mais que les conditions historiques dans lesquelles cette idéologie prend corps est aussi déterminante pour l'idéologie elle-même. Et je pense que c'est la même chose. En tous les cas, on peut faire exactement la même chose pour le sionisme. D'une part, il dit pas, et c'est important, le rejet du sionisme, il dit le sionisme comme idéologie d'État, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et parce que là, il y a et là, ce que tu as cité, à un moment, il dit voilà ce que le sionisme est devenu. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur, le sionisme, c'est comment dire. Le sionisme, si tu prends les textes du 19e siècle, les textes fondateurs du sionisme, c'est dans une période de persécution systémique, voilà, bon, notamment à l'Est, en Russie, dans ce qu'on appelle la zone de résidence, il y a cette idée de passer du peuple à l'état de nation et l'édification d'un foyer national juif. Ça, c'est fait. En réalité. Et sur ça, c'est pour ça qu'avoir le sionisme comme idéologie d'État et dire, donc on ne peut pas, enfin je veux dire au sens où si on détruit pas les États, on va pas détruire Israël, donc Israël restera, voilà. Et ensuite il y a les transformations historiques à l'intérieur, et je pense qu'il n'y a rien qui soit propre au sionisme, ni dans la colonisation, ni dans l'ethno-nationalisme, ni dans le suprémacisme, enfin aujourd'hui ou hier en réalité. Donc c'est peut-être son nom, mais pour moi, ce qui a été, en fait, ce qui a rendu possible cette guerre d'annihilation, c'est que rien ne l'a arrêté, en fait. Pour moi, c'est pas le sionisme en tant que tel, mais et puis il y a aucune entente, je cite, il y a aucune entente sur sionisme en réalité à l'intérieur même. C'est pour ça que c'est une catégorie dont il faudrait regarder à partir de quand elle se politise vraiment en fait. En réalité, à mon avis, c'est dans les années 2000, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à dénoncer, à identifier antisionisme et antisémitisme en fait, qu'elle devient voilà. Mais parce que je cite dans l'entretien un entretien, je cite dans un texte, un entretien issu d'un livre qui s'appelait « Les réfusniks parlent » ou quelque chose comme ça, qui était écrit par Ronit Chacham. Je sais pas, c'est un peu vieux, c'est un livre de 2003. Et en fait, ce sont des entretiens avec des soldats ayant refusé de servir dans les territoires parce qu'ils estimaient qu'ils ne servaient absolument pas pour la défense de l'État d'Israël, ce à quoi le service, enfin, si on était dans l'armée, c'était ça. Et il y en a un qui dit, en fait, le sionisme, c'est avoir un État. Aujourd'hui, ce qui fragilise l'État, c'est la colonisation, c'est le processus de colonisation. Donc lui, il dit, pour moi, si on est vraiment sioniste, en réalité, on cesse immédiatement la colonisation, puisque c'est elle qui met en péril l'État. Donc, voilà. Merci pour cet éclairage vraiment qui montre en fait l'imbrication. Ce que tu dis en fait aussi par rapport à la question que ce n'est pas propre à Israël, donc la Syrie avec le baptisme, c'est quelque chose qui rappelle justement en fait cette ethnicisation et ce qu'elle emmène en fait dans la production des guerres d'aujourd'hui. Bon, c'est le cas avec l'islam politique dans le cadre de l'État islamique en Irak. Et en fait, pour revenir un petit peu aussi aux mots des gens, donc les gens que tu as interviewés, que nous avons aussi interviewés ensemble. J'aimerais lire et faire ce retour en fait sur la matérialité de la chose et qui ramène juste à cette politique et comment les gens en fait pensent le malheur à travers quelque chose d'ordre plus politique que de l'ordre des projections à partir de l'histoire ou bien à partir de séquences closes, comme ce que tu dis par rapport à la fondation de l'État d'Israël via le sionisme. Donc ici, je veux citer Farid Ta'amallah, qui est agriculteur, journaliste, activiste, pacifiste, et qui a vraiment présenté une image vraiment très réelle, très proche de la réalité, en tout cas de ce qu'il vit en Cisjordanie, de la colonisation. Donc je le cite, « En Cisjordanie, il y a environ 450 centres de peuplement palestinien. En comptant les camps de réfugiés, les villages, les villes, et chacune de ces communautés est sous le contrôle complet d'Israël. Cela signifie qu'il y a des portes contrôlées par l'armée israélienne à l'entrée de chaque village. Dans le nôtre, il y a une porte israélienne. Lorsqu'ils le souhaitent, ils la ferment. »
et nous sommes enfermés dans notre propre village. Lorsqu'ils le souhaitent, ils ouvrent les portes pour nous permettre de nous déplacer dans les limites qu'ils autorisent. L'année dernière, donc avant le 7 octobre, des colons sont entrés dans notre village à la veille de la récolte des olives. Ils ont attaqué nos maisons avec des pierres, brisé des voitures, des fenêtres et ont écrit sur les murs « Dégagez d'ici, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est la terre d'Israël ». Nous, les Palestiniens et les Israéliens des colonies, donc ici vraiment la question politique, vivons dans une même région géographique, mais dans deux mondes différents. Les colonies sont toujours situées à quelques mètres de nous, mais ils nous interdisent catégoriquement d'y entrer. Si nous essayons de le faire, nous risquons d'être tués facilement. En revanche, les colons sont autorisés à entrer dans nos villes et villages. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux commenter un peu ces passages qui montrent en fait un ordre politique et puis qui montrent aussi des solutions ou bien des alternatives à concevoir une paix ou bien une vie à distance de la colonisation, à distance de ce qui s'est produit le 7 octobre et puis après le 7 octobre. Le titre de cette partie qui comprend les entretiens, il est important. Alors c'est Paris-Bruxelles-Ramallah parce qu'on a fait ça en Zoom, vous à Bruxelles et moi à Paris, et les gens, à Ramallah ou pas Ramallah, mais c'était et du réel au possible. Parce que d'un seul coup, c'était aussi ce qui a justifié la question des entretiens, c'était c'est-à-dire, il y a l'espace européen, français, je sais pas si on peut dire occidental, parce que l'Italie, c'était pas la même chose, l'Espagne, c'est pas la même chose, mais en tous les cas, en France, où très vite, après le 7 octobre, les questions, c'est la mise en cause ou la légitimité de l'État d'Israël, la question de l'antisémitisme, voilà. Et évidemment, la question du 7 octobre. Et l'idée de l'enquête, c'était de savoir ce qui était, à partir de quel lieu, quelle catégorie, quelles questions les gens pensaient. C'était ça le socle d'entretien. Par exemple, la question de la légitimité de l'État d'Israël, c'est juste idiot, en fait, tout simplement, parce que l'État existe et que ce n'est pas le point. Et le point, et c'est l'intérêt des entretiens, par exemple dans celui-ci, le point, c'est l'occupation, c'est la colonisation, qui est, on l'avait tout de suite vu, que dans cet entretien est donné dans une espèce de pureté biopolitique sur ce que ça fait au corps, sur ce que ça fait au travail, sur ce que ça fait... voilà. Et les législations, les lois militaires, la question des captations d'eau, la question des terres, la question des oliviers, la question de tout ça. Et voilà. Et le point, à la fois, il est là en tant que point politique, et parce qu'il est là en tant que point politique, il est là en tant que point de possible, en fait. C'est-à-dire, on peut supprimer les checkpoints, on peut supprimer la loi militaire, on peut supprimer les zones pour ce qui est de la Cisjordanie, voilà. Et en fait, à force de masquer ce réel-là, et qui est un réel politique, je trouve que cet entretien, il donne vraiment son sens au titre du livre, au sens de terres enchaînées, en fait. Elles sont pas enchaînées par une haine éternelle. Ça, il y a de la haine, hein, c'est pas la peine de se raconter d'histoire, mais c'est pas ça qui les lie, en fait. C'est les checkpoints, c'est les lois, voilà. Et donc, ce qui les lie peut aussi, on peut les enchaîner autrement, en fait. C'est-à-dire pas les asservir mais les désassujettir, voilà. Et en ça, je trouve que les entretiens sont importants. La façon dont la question de l'antisémitisme est entièrement, comme ils disent, en fait, on ne hait pas. On les aime pas parce qu'ils sont juifs, on les aime pas parce qu'ils sont colons, on les aime pas parce que ce sont les militaires. Voilà, mais c'est pas le point. Et chacun a été très soucieux dans les entretiens de préciser ce point. De dire les fours crématoires, c'est vous l'Europe, c'est pas nous. Ça veut pas dire que l'histoire, elle a toujours été absolument paisible, mais entre juifs et arabes, mais jamais dans les proportions de la destruction européenne des juifs, en fait. Voilà. Et justement, ça me fait vraiment penser à un point important dans ton travail aussi sur
le texte d'Eva Illouz, en fait, qui est vraiment le contraire de ce que dit Farid Ta'amallah et de ce que disent les Palestiniens et aussi les Israéliens engagés dans un processus de la paix du côté des organisations palestiniennes, israéliennes ou bien israélo-palestiniennes. Si possible, de revenir aussi en fait sur cette séquence du rapprochement entre l'extrême droite, par exemple, ici, qui trouve dans la question d'Israël le potentiel d'un rapprochement avec des sionistes diasporiques ou bien avec des intellectuels du sionisme diasporique. Comment en fait cette question s'est articulée ici en Europe depuis la France? Je pense que le début de son articulation, ça c'est dans l'antisémitisme de sens contraire, c'est à peu près au milieu des années 2000. Et là, j'ai recours amplement aux travaux d'Yvan Segré et notamment la réaction philosémite, où il analyse un vaste corpus, pas absolument homogène, mais qui est ce moment finalement où, d'une part, on va se retrouver avec... Donc, le moment, c'est les années 2000, donc c'est entre le 11 septembre, la seconde intifada, et après la question des quartiers. Enfin, c'est un peu, pour certains, c'est avant les émeutes de 2005, mais le contexte est déjà celui-ci. Et dans ce corpus, ce qui montre, c'est que la défense d'Israël va commencer à complètement s'ancrer sur la défense de l'Occident via quelque chose comme, je sais pas comment dire, le paradigme américain en fait, civilisationnel, occidental, et que du 11 septembre à la seconde intifada, ce dont il s'agit finalement, c'est d'une haine de l'Occident. Et cette haine de l'Occident, elle est évidemment portée par l'islam. Et à partir de là, on a quelque chose comme un antagonisme judéo-chrétien, dont voilà, je fais une parenthèse pour renvoyer au livre de Sophie Bessis qui s'appelle Généalogie d'une imposture, le judéo-christianisme, puisque elle explique que d'une part ça émerge dans les années 80. Elle dit qu'il n'y a jamais eu de judéo-christianisme, mais que la notion de judéo-christianisme, en fait, permet, la première chose qu'elle permet, c'est en inscrivant, alors que les Juifs ont toujours été l'altérité absolue à l'intérieur de l'Europe, de l'espace européen, en disant que le continent, enfin que l'Europe ou l'espace occidental serait judéo-chrétien, d'une part, il s'arroge un universel, et d'autre part, il passe complètement sous silence l'extermination, en fait, jusqu'à l'extermination, la destruction des Juifs d'Europe, en fait. Et que d'un seul coup, l'altérité, alors je schématise un peu parce qu'il n'y a pas que ça, mais que l'altérité, ça va être l'islam. Et quand Marion Maréchal Le Pen, avec Arnaud Klarsfeld, Jordan Bardella, vont à Yad Vashem, vont à Israël dans une grande conférence sur l'antisémitisme, l'antagonisme est celui-là, en fait. Israël lutter contre l'antisémitisme devient quelque chose comme une sauvegarde de l'Occident, et que ce qui se jouerait à Gaza contre les frères musulmans, contre l'islam politique, finalement le Hamas, ça serait un nom d'emprunt d'une vaste offensive de l'islam politique contre l'Occident. Et c'est ce que voilà, et ça c'est ce que montrent les écrits de Segré. Et je pense que ce qui se noue à ce moment-là et qui va donner l'identification entre antisémitisme et antisionisme, donc ce qui se noue là, et c'est la raison pour laquelle il est présent dans le livre en fait, c'est-à-dire que ce paradigme est toujours ouvert en fait. Il s'est durci. Par exemple, parmi les défenseurs, en fait, qu'il y a une haine de l'Occident, c'est-à-dire que la haine de l'Occident le 11 septembre et la haine de l'Occident à Gaza ou pendant la seconde intifada. On regarde, il parle de Pierre-André Taguieff. Et Pierre-André Taguieff, en 2023, enfin donc après le 7 octobre, écrit un texte qui s'appelle le méga pogrom djihadiste. Et il parle exactement dans les mêmes termes, en fait, du 7 octobre 2023 et du 11 septembre. Tu vois, enfin, c'est-à-dire ce cadre, il est pérenne, il est perpétué. Et effectivement, il s'agit d'une question d'Occident. Donc, en réalité, pour moi, il ne s'agit pas d'Israël. Au sens où, dans le fond, ils s'en foutent, en fait. Il s'agit d'Israël, mais pour la France blanche,
avec une tolérance, même une bienveillance à l'endroit de l'antisémitisme blanc, ou en tout cas tel qu'il s'énonce, puisque ce qui compte, évidemment, c'est l'antisémitisme qui ne s'énonce pas, puisqu'il devient assimilé à l'antisionisme, donc il n'a pas d'énoncé propre. Et ceux qui crient mort aux Juifs, finalement, bon, écoutez, voilà, c'est pas... En même temps, ce qui est assez ahurissant dans ce paradigme, c'est que maintenant, c'est non seulement la question des musulmans et de l'islam politique, mais ça rajoute en fait tout ce qu'on appelle woke aujourd'hui, l'anti-wokisme, c'est la French Theory, comme tu dis dans l'ouvrage, c'est les étudiants qui se mobilisent dans les campus américains ou en Europe. C'est-à-dire, en fait, on va commencer à mettre l'ensemble de ces dynamiques aussi sous cette houlette c'est soit en fait l'attaque vis-à-vis de la gauche ou l'attaque vis-à-vis de la pensée socialiste critique qui va en fait en prendre aussi par rapport au 7 octobre et par rapport au déploiement de ce paradigme. En fait, elle va être aussi incrustée dans ce paradigme. Mais pour revenir un peu aux mots justement pour les alternatives, pour la question de la paix, ici je reprends un autre passage qui renvoie en fait à cette réalité aussi et cette possibilité de faire la paix pour finir sur une note positive. Je reprends cet entretien avec Chen Alon et Sulaiman. Donc Chen Alon à Tel Aviv et Sulaiman Jérusalem-Est, et tous les deux fondateurs de Combatant for Peace. Je reprends Chen qui parle en fait au moment où il va rejoindre le mouvement pour la paix, donc depuis son inscription en Israël, soldat. Nous avions l'impression que les colons contrôlaient ce qui se passait durant cette intifada. Donc c'est vraiment le contexte de l'intifada de 2003. La dernière nuit de ma réserve, on préparait une opération nocturne de démolition, notamment à Al-Khader, où vit aujourd'hui un ami palestinien. J'ai donc, sous pression des colons, démoli une maison à quelques centaines de mètres de chez l'un de mes meilleurs amis actuels. On a détruit une maison familiale et cette nuit-là, je décide que je ne referai plus. Nous sommes en avril 2001, date de ma dernière mission en tant que soldat de l'occupation. Je décide alors de refuser et je rentre chez moi. 5 mois plus tard, avec d'autres officiers et soldats, on a écrit une lettre déclarant refuser de servir pour l'occupation. Nous disions que ce que nous faisions n'avait rien à voir avec la défense d'Israël, qui n'avait plus rien d'un refuge démocratique. Quelques mois plus tard, l'armée m'a rappelé pour aller à Gaza. J'ai refusé et j'ai été condamné à 1 mois de prison, mais nous étions un groupe très soudé, très efficace. Les pilotes puis les unités d'élite ont également refusé d'aller servir. C'est à cette période, entre 2001 et 2004, que quelqu'un nous a proposé de rencontrer des Palestiniens qui refusaient la violence et les attentats suicides. Au début, on a refusé. Pas question de rencontrer des terroristes, des ennemis. Puis on a compris que ces anciens prisonniers étaient comme nous, des figures dans leur société. On a commencé à se rencontrer en secret, en Cisjordanie, sans armes. C'était effrayant. C'est là que j'ai rencontré Sulaiman et les autres. Puis on a fondé Combatant for Peace. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, 18 ans plus tard, on a beaucoup à dire. On a créé une communauté alternative d'Israéliens et de Palestiniens qui résistent non violemment à l'occupation, à l'apartheid israélien et maintenant à la guerre à Gaza. Donc voilà, un peu pour ouvrir en fait sur cette question des possibles. Je ne sais pas peut-être pas dans ce texte, mais peut-être sur d'autres textes, sur la guerre en Syrie par exemple, ou bien sur la question de la guerre comme paradigme, c'est-à-dire dans des moments de conflit absolu, de guerre absolue, dans ton travail d'anthropologue, est-ce que tu vois en fait des possibilités d'ouverture dans des moments de crise radicaux par le biais d'organisation, par le biais d'une pensée, par le biais d'acteurs plus précis qui peuvent ouvrir en fait des possibles dans le chaos, ou bien est-ce que c'est une question qui est de l'ordre vraiment de l'utopie non réaliste? Ah non, mais je pense que dans les entretiens, c'est à chaque fois les termes du possible. Ils sont dans les entretiens qu'on a faits, ils sont présents en fait, et ils tiennent.
la première chose, c'est la reconnaissance réciproque, c'est-à-dire des uns et des autres, et à la question de l'égalité des droits. Et ensuite, la question des formes d'État. Moi, j'ai été très frappée avec du recul sur les entretiens, que les gens ne projettent pas la question de l'État en réalité. Et je pense, enfin, j'en sais rien, mais c'est parce qu'elle n'est plus comme en Syrie, en réalité, comme du côté des révolutionnaires syriens. C'est plus l'État qui est organisateur et de la subjectivité politique et de l'espace des droits. Et à l'inverse, on peut dire que quand Emmanuel Macron et les autres décident de reconnaître la Palestine, d'une part, ils le font en termes de mesures de rétorsion contre Israël, c'est-à-dire que ce n'est pas en vue, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'il y ait un État palestinien. Les déclarations de Keir Starmer sont attention, si vous continuez comme ça, on va finir par reconnaître la Palestine. Et d'autre part, c'est absolument vide, c'est-à-dire que ça n'a aucun effet. C'est-à-dire, il aurait été plus efficace, selon moi, pour des tas de raisons, que des sanctions soient prises contre Israël, que la reconnaissance de la Palestine. Et quand il reconnaît la Palestine, qui est la figure? C'est quand même Mahmoud Abbas, 90 ans, reconnu comme très corrompu, impuissant. Voilà, dans les entretiens, par exemple, l'entretien avec Farid Tamala, là, je ne l'ai pas mis, mais dans la version intégrale qui est sur le site Conditions, il dit un autre rapport de force est possible, en fait. Mais pour ça, il faut que l'autorité palestinienne quitte la Cisjordanie. Elle est paralysée, elle est étouffée, elle est asphyxiée. Et il faudrait recomposer un rapport de force. Voilà. Et je trouve que c'est parce que quand même, les entretiens, ils ont été faits, ceux-là, ils sont faits entre octobre 2023 et décembre 2023. En tout cas, ceux qui sont dans le livre. Et les gens ne sont pas complètement défaits, en fait. Alors que quand même, c'est ce qu'ils disent, malgré les ténèbres, malgré tout ça, en fait, on continue à croire que à croire que les choses sont possibles. Donc les termes du possible sont là, ils ne passent pas nécessairement par l'État. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça que les gens, il y en a qui disent... je serais davantage, pour moi, seul un État binational, d'autres ils disent 2 États, mais 1, 2, 3, 4, en fait, États, enfin, c'est pas le point, voilà. Et les États, c'est pas des... Voilà, il n'y a pas des petits laboratoires spéculatifs, on va dire on va faire ci, on va faire ça, et quand les gens... Moi, je suis très frappée que, par exemple, dans les entretiens, la première chose qui vient, c'est la question des droits et la question de la reconnaissance réciproque, et quand les gens parlent tout de suite de l'État, ils font d'entrée de jeu la question effectivement très compliquée qui est celle des réfugiés. Et en fait, c'est celle à partir de laquelle la question est quasiment... Elle n'est pas impossible parce que des gens comme Land for All ont réfléchi à la question de 2 États, mais dans un espace confédéral. Ils s'inspirent à la fois de l'Irlande du Nord, de l'Europe, afin de détacher la question de la résidence, la question de la citoyenneté. Enfin voilà, donc en fait, c'est pas vrai qu'il n'y a pas des gens qui s'évertuent à penser et à poser les termes de possible. Simplement, on n'en veut absolument pas en fait. Donc, enfin voilà. Et c'est pas exactement la même chose de dire les termes du possible existent et on les met pas en œuvre que il y en a aucun en fait, parce que le Hamas il y en a aucun. Voilà. Et c'est ça où quand on parle de l'essentialisation en fait, il se passe quoi? T'as assassiné 1200 personnes, après t'attends de te faire tuer. Enfin, je veux dire, il y a aucune perspective en fait, mais il y en a évidemment pas davantage du côté israélien, donc je ne sais pas. Oui, sur cette question des alternatives, tu as raison en fait, de montrer aussi que les gens, ils ont une force de proposition et en même temps, peut-être penser ce que tu le fais, est-ce que aussi les gens le disent, employer des termes ou bien ramener des figures comme Mandela et comme la situation de l'Afrique du Sud par rapport à l'apartheid, par rapport à la non-violence, est-ce que l'expérience sud-africaine pourrait aussi être une voie de sortie, en tout cas de crimes de masse comme ce qui est en train aujourd'hui d'être commis, ou bien de colonisation, ou bien d'apartheid, puisque la question de l'apartheid, elle est assez aussi centrale aujourd'hui vis-à-vis des Palestiniens. L'Afrique du Sud est effectivement assez présente dans le livre, parce que, ça c'est dans le premier texte, je pense que pour
un moment, en fait, pour écrire sur une situation qui, dans la suite du 7 octobre, était... à un moment, le premier texte, Faire date autrement, bon, c'était un mauvais titre, mais ça s'appelait Nuit politique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de possible, en fait. Imaginer quelque chose était quand même... et donc, c'est là où, effectivement, pour penser la politique, il faut un possible. Et quand il n'y en a pas dans la situation, donc d'un côté, il y a eu la décision d'aller enquêter, pour voir si de ce côté-là, des choses s'énonçaient. Et moi, j'avais travaillé antérieurement sur l'Afrique du Sud. Alors, tu es jeune, mais... Enfin, tu n'es plus jeune, mais en tous les cas, tu es plus jeune que moi. Donc, moi, je me souviens, quand Mandela a été libéré, c'était un truc... c'était absolument un événement, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Afrique du Sud, qui était... Voilà, pour moi, c'était des nazis, en fait. Et donc, au moment de... Et donc, après, j'avais travaillé sur la commission Vérité et Réconciliation, travaillé sur la question de la haine, avec le sous-titre d'un des textes qui s'appelle « Il est politique d'ôter à la haine son éternité », qui est très circonscrit au sens, il ne s'agit pas de lui enlever son présent, il ne s'agit pas de lui enlever son futur, il s'agit de travailler à lui enlever son éternité. Et donc, l'Afrique du Sud, oui, j'ai été chercher dans les mémoires de Mandela. Alors, Mandela, c'est quand même un des organisateurs de l'armée clandestine de l'ANC. Hein, donc, mais en tous les cas, l'issue de l'apartheid, ce ne sera pas par les armes. Et la victoire. Et donc, bref, la victoire est politique, elle est complètement politique, mais ce qui m'a intéressée, c'est le moment où ce qu'aurait pu faire Netanyahou, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un crime de masse et tout ça, à un moment, on peut se dire... En fait, la thèse de Mandela, quand on vient le voir en prison, au début, il y a un émissaire assez obscur qui vient le voir. Ce qu'il pense, c'est que l'Afrique du Sud, que les gouvernants sud-africains ne veulent pas aller, en gros, du côté de la guerre civile. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud devient ingouvernable. Voilà. Et qu'à ce moment-là, il commence à amorcer quelque chose pour sortir peu à peu de l'apartheid. C'est très long. Hein. Et donc voilà. Donc moi, j'ai été chercher ce moment-là, qui est un chapitre dans les mémoires de Mandela qui s'appelle « Parler avec l'ennemi », du premier contact, en fait. Et c'est vrai qu'on aurait pu tout à fait imaginer, et puis bon, Netanyahou n'est pas éternel, mais... qu'à un moment, alors si ce qu'on fait, ça produit le 7 octobre, alors quand même, il faut qu'on réfléchisse autrement à ce qu'on fait. Ou alors, c'est un truc fasciste, c'est-à-dire crever, c'est pas exactement notre problème. Et à ce moment-là, peut-être qu'on rejoint la question du messianisme, la question voilà, des colons qui croient vraiment que Dieu existe, en fait, et que Dieu se tient à leur côté, et que les vies humaines... qu'on ne peut, ou alors c'est une conception très abstraite de la vie juive, mais une vie juive sans celle des juifs, c'est quand même... Voilà. Merci beaucoup Catherine pour tous ces éclairages autour d'une question très très complexe et en même temps très contemporaine et obscure. Mais en tout cas, pour amoindrir cette obscurité, moi j'invite les téléspectateurs vraiment à aller lire, étudier même ce texte vraiment magnifique, Terres enchaînées, Israël, Palestine aujourd'hui. Et puis bien sûr, le texte fondateur aussi d'une réflexion, pour moi en tout cas, de la question de la guerre et qui permet en fait de faciliter une entrée dans les textes suivants. Aujourd'hui, la guerre, penser la guerre, Clausewitz, Mao, Schmitt, l'administration Bush. Merci. Merci à toi.